Je m'appelle Abigail Parker, j'ai 34 ans et je suis gestionnaire financière à Indianapolis. Toujours à éteindre des incendies, je n'y arrivais pas. Mais rien ne m'avait préparé à l'incident qui attendait mon père pour ses 55 ans. Je me suis précipité au restaurant chic du centre-ville, déjà en retard à cause d'un imprévu avec un client. Il y avait foule, mais quand je suis arrivé, ma famille avait déjà fini ses assiettes et ses verres de vin. Ma mère a fait glisser une addition sur la table, 5500 $. J'en suis resté bouche bée. Avant même que je puisse dire un mot, mon frère aîné a souri. « C'est pour toi, Abby. » La table a éclaté de rire. Mes parents, mon frère, même les cousins, tout le monde sauf moi. Je fixais l'addition, les mains tremblantes, leur rire résonnant comme une mauvaise blague. Ils avaient commandé les vins les plus chers, les meilleurs crus, sachant que j'arriverais en retard. J'étais leur sauveuse, celle qui payait toujours. Mais cette fois, quelque chose a craqué. Je n'ai pas seulement vu une addition. J'ai vu s'accumuler des années de demandes, réparation de voitures, factures médicales, les projets d'entreprise sans fin de mon frère. J'avais envie de crier, mais je me suis contenté de repousser la facture. Leurs rires se sont tus. Je suis sorti, le cœur battant la chamade, sachant que ce n'était que le début. Quelques semaines plus tard, la situation a empiré. Bien pire. Si vous avez déjà eu l'impression d'être la banque personnelle de votre famille, cliquez sur « J'aime ». Abonnez-vous et partagez votre histoire dans les commentaires. Croyez-moi, vous voudrez savoir la suite. Ayant grandi dans une maison délabrée à Indianapolis, j'ai toujours eu l'impression d'être celle qui réparait tout. Notre maison à 2 étages, en périphérie de la ville, avait de la peinture qui s'écaillait, un toit qui fuyait et une chaudière qui gémissait plus fort que les plaintes de mon père. Mon père, Henry, était chauffeur routier jusqu'à ce que ses genoux le lâchent à 50 ans, le forçant à prendre une retraite anticipée. Il passait ses journées dans un fauteuil, à zapper et à se plaindre des factures. Ma mère, Betty, travaillait de longues heures dans un supermarché, commandant les courses par téléphone avec un sourire fatigué. Mon frère aîné, Daniel, 36 ans, vivait toujours au sous-sol de nos parents, poursuivant son rêve de devenir graphiste indépendant, sans jamais trouver d'emploi stable. J'étais l'exception dans la famille. La seule à avoir fait des études supérieures, obtenu un diplôme en économie et décroché un bon poste de responsable financier. Ce succès avait un prix. Au début, c'était modeste. Il y a quelques années, mon père m'a appelé pour me dire que sa consultation à l'hôpital pour un scanner du genou coûterait 2000 $. J'ai envoyé l'argent par téléphone, pensant que c'était exceptionnel. Puis, ma mère a eu besoin de 500 $ pour un nouveau réfrigérateur, le leur étant tombé en panne. J'ai payé aussi. Daniel était le pire, toujours à proposer de nouvelles idées d'entreprise. Je lui ai acheté un ordinateur portable à 1500 $ pour lancer sa carrière, mais il passait le plus clair de son temps à jouer aux jeux vidéo. La plus grosse perte a été de débourser 3000 $ pour refaire le toit après le passage d'une tempête dans notre rue. Au début, ça ne me dérangeait pas de les aider. C'était ma famille, et je me sentais redevable envers eux pour m'avoir aidé à financer mes études, même si je m'en étais sorti seul grâce à des bourses et des petits boulots. Mais les demandes n'ont jamais cessé. Chaque mois, il y avait quelque chose de nouveau. Une réparation de voiture, une facture d'eau, ou un autre investissement de Daniel. Mon compte en banque était à sec et il ne me restait presque plus rien. Je passais des nuits blanches, l'estomac noué, à me demander comment j'allais pouvoir payer mon loyer si je continuais à rembourser la dette. Mon père m'appelait, la voix empreinte de culpabilité. « Abby, tu te débrouilles si bien. Tu ne peux pas aider ton oncle ?» Ma mère était plus subtile, insinuant les liens familiaux. Daniel, lui, se fichait des dettes. Il envoyait juste un texto. « Yo, Abby, trouve-moi quelques centaines. » Je détestais dire non. À chaque fois que j'essayais, leur air déçu ou leurs remarques acerbes me faisaient me sentir égoïste. Le pire, c'est qu'ils ne me demandaient jamais comment j'allais. Mon travail était infernal, des horaires à rallonge, des clients à n'en plus finir, mais ça leur était égal. Pour eux, j'étais un portefeuille ambulant, toujours prêt à dire oui. J'appréhendais leurs appels, mon téléphone vibrant comme un signal d'alarme. Je vérifiais mon solde bancaire de façon obsessionnelle et voyais mes rêves d'acheter une maison s'éloigner toujours plus. Un jour, j'ai dit à ma mère que j'économisais pour un apport. Elle a juste ri et m'a dit « Oh, Abby, tu y arriveras un jour, après nous avoir aidé à payer la facture d'électricité. » Ça m'a blessé. Mais j'ai quand même envoyé l'argent. Je ne dormais plus bien. Mon patron, remarquant mon air absent, m'a prise à part et m'a demandé si tout allait bien. J'ai fait comme si de rien n'était, mais intérieurement, j'étais au bord du gouffre. J'avais envie de leur dire d'arrêter et de régler leurs problèmes, mais la culpabilité les étouffait. Quelle fille, quelle sœur dit non à sa famille. Je me répétais que je pouvais gérer la situation,
que je trouverais un équilibre entre leurs besoins et les miens. Mais au fond de moi, je savais que quelque chose allait changer. Je ne pouvais pas être leur filet de sécurité indéfiniment. Mais tout a vraiment explosé le jour du 55e anniversaire de mon père. J'étais coincé au travail à démêler les problèmes d'un client. Un gros compte avait déraillé et j'avais passé des heures au téléphone à rassurer un investisseur d'Irat, tandis que ma boîte mail débordait. Quand j'ai regardé l'heure, il était plus de 19 heures. Le dîner d'anniversaire de mon père dans un restaurant chic du centre-ville avait déjà commencé. J'ai attrapé mon sac, traversé Indianapolis en courant et me suis garé devant l'établissement étincelant. Mon estomac gargouillait d'angoisse. J'étais encore en retard. J'ai lissé ma veste, pris une grande inspiration et suis entré, espérant me glisser discrètement dans la fête. La salle à manger privée bruissait de conversation. Mes parents, Daniel et quelques cousins étaient assis autour d'une longue table, des assiettes vides et des bouteilles de vin empilées, presque vides. L'air embaumait le steak grillé et le beurre à l'ail. Ma mère a croisé mon regard la première, son sourire crispé. « Abby, tu l'as fait. » Son ton devint plus accusateur que chaleureux. Je m'excusai et parlais du travail, mais Daniel me coupa la parole. « Toujours la bonne occasion, hein ?» dit-il en se penchant en arrière avec un sourire. Les cousins gloussèrent, et mon père haussa un sourcil en sirotant son vin. Je forçai un sourire et tentai d'ignorer la pointe d'amertume. Je m'assis, m'attendant à porter un toast au 55e anniversaire de papa. Au lieu de cela, maman fit glisser un dossier en cuir sur la table. « Voici l'addition, » dit-elle d'une voix calme mais ferme. Je l'ouvris et mon cœur s'arrêta. 5 500 $ me semblait une broutille pour 10 bouteilles de cabernet millésimé accompagnées de homard, le tout temps. Une seule fois. Je levai les yeux, abasourdi. « Tu t'attends à ce que je paie ça ?» demandai-je d'une voix tremblante. « Mon père assis pencha en avant, à l'air grave. »« Abby, tu te débrouilles si bien. Il est temps de partager ton succès avec la famille. » Daniel sourit et croisa les bras. « C'est pour toi, Abby, » dit-il d'un ton moqueur. La table éclata de rire, un son strident qui me hérissait le poil. Mes mains tremblaient tandis que je saisissais le dossier. Il ne s'agissait pas seulement de la facture. Il s'agissait de toutes les fois où je les avais aidés, de chaque dollar que j'avais envoyé sans hésiter, de chaque sacrifice que j'avais fait pour les soutenir. Je repensais à mes économies qui s'amenuisaient, à la maison que je ne pouvais pas me permettre, aux nuits passées à m'inquiéter de leurs prochaines demandes. Ils ne me voyaient pas comme une membre de la famille. Ils me voyaient comme une solution à leurs problèmes. Le sourire de ma mère ne faiblit pas, mais son regard était froid, empreint d'attente. Le sourire de Daniel s'élargit, comme s'il prenait plaisir à me voir me tortiller. Même les cousins qui me connaissaient à peine se joignirent à la fête, comme si c'était une évidence. J'avais envie de crier pour renverser la situation, de leur dire à quel point leurs exigences m'avaient épuisé. Mais je ne le fis pas. Je pris une lente inspiration, ma résolution se renforçant. « Non », dis-je d'une voix ferme malgré la boule dans ma poitrine. « Je ne paierai pas. » Je repoussai le dossier vers ma mère, le cuir raclant la toile. Les rires s'éteignirent. Le visage de mon père se durcit et le sourire de Daniel disparut. « Abby, ne sois pas égoïste, » dit ma mère d'un ton sec, mais c'en était trop. Je me levai de ma chaise en raclant le sol et sortis, traversant leur silence stupéfait. Dehors, l'air frais de la nuit me caressa le visage, mais ne put éteindre la colère qui grondait en moi. J'étais furieuse contre eux, contre moi-même, d'avoir laissé la situation dégénérer à ce point. Mes mains tremblaient en déverrouillant ma voiture, mes pensées s'emballaient à chaque fois que j'avais dit oui alors que j'aurais dû dire non. Il ne s'agissait pas simplement d'un dîner. Il s'agissait d'être leur filet de sécurité, leur banque, leur plan de secours depuis des années. Tandis que je m'éloignais en voiture, les lumières de la ville se brouillant à travers mes larmes, je sus que quelque chose avait changé. Le lendemain matin, mon téléphone vibra, 38 appels manqués et des SMS furieux. Je me suis réveillé avec un écran saturé de notifications. Mon cœur s'est serré en les parcourant. Ma mère m'avait envoyé une série de messages, tous plus blessants les uns que les autres. « Abby, comment as-tu pu nous faire honte comme ça ? Reed, tu es vraiment égoïste de sortir le jour de l'anniversaire de ton père, » disait l'un d'eux. Le message de mon père était plus froid, plus direct. « Il faut qu'on parle de ton attitude, Daniel. » Mon frère aîné, lui, n'avait pas pris la peine d'envoyer de SMS. Il avait publié un statut énigmatique sur Facebook. Certains oublient d'où ils viennent quand ils ont un bon travail. La publication avait reçu 12 j'aime, dont ceux de quelques cousins qui étaient venus dîner. J'avais la nausée, non seulement à cause de leurs paroles, mais aussi à cause de cette humiliation publique. Ils me faisaient passer pour le méchant, et ça marchait. À midi, ma boîte mail était pleine d'un courriel de mon père. L'objet était « Accord financier familial ». Je l'ai ouvert en m'attendant à des excuses,
ou au moins à une explication. Au lieu de cela, c'était un document dactylographié, formel et froid, détaillant un plan selon lequel je devais verser 1 000 $ par mois pour subvenir aux besoins de la famille. Mon père écrivait que, compte tenu de ma réussite, c'était mon devoir de contribuer à leurs dépenses, courses, factures, et même les besoins professionnels de Daniel. Il concluait: « On a toujours été là pour toi, Abby. Il est temps de rendre l'appareil. » Je fixais l'écran, les mains tremblantes. Ce n'était pas une question d'amour ou de famille. C'était une exigence déguisée en obligation. Je n'arrivais plus à me concentrer sur mon travail. Mon patron a remarqué ma distraction et m'a demandé si j'avais besoin d'une pause, mais j'ai fait comme si de rien n'était. Le poids de leurs messages m'accablait, chacun ravivant la culpabilité qui me rongeait depuis des années. Je voulais les appeler pour leur expliquer mon départ, mais leurs mots résonnaient encore en moi, égoïste, ingrat. Ce soir-là, j'étais anéanti, à bout de force. J'ai envoyé un texto à mon copain Michel et je lui ai proposé de se retrouver dans un petit café près de chez moi. Il était guichetier de banque, calme et posé, tout le contraire de ma famille chaotique. J'avais besoin de son point de vue, de quelqu'un qui ne me jugerait pas. Au café, j'ai tout déballé autour d'un latte. J'ai raconté à Michel l'histoire du dîner, la facture de 5 500 $ et comment je l'avais repoussée sur la table. J. Louis A.I. monte le texto, le mail, la publication de Daniel sur Facebook. Ma voix s'est brisée quand j'ai avoué à quel point je me sentais piégé, comment leurs exigences m'avaient épuisé pendant des années. Michel m'écoutait en fronçant les sourcils, sans m'interrompre avant que j'aie fini. Puis il s'est penché en avant et, d'une voix basse mais ferme, il m'a dit: « Abby, ce n'est pas une question de famille. Ils te manipulent. Ils utilisent la culpabilité pour te contrôler financièrement. » Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing. Je ne l'avais jamais entendu dit aussi clairement, mais il avait raison. Il a souligné que le mail de mon père n'était pas une demande, mais un contrat, comme si je leur devais de l'argent. Simplement parce que j'existais. Michel ouvrit le message de Daniel sur son téléphone et secoua la tête. C'est de l'humiliation publique, Abby. Ils essaient de te faire céder. Il m'a demandé de réfléchir à ce que j'avais gagné en leur donnant de l'argent. Rien d'autre que des exigences supplémentaires. Assise là, mon café refroidissait tandis que ces paroles résonnaient en moi. Pour la première fois, je comprenais la véritable nature des agissements de ma famille. Pas de l'amour, pas de la loyauté, mais une stratégie calculée pour me maintenir sous leur emprise. Michel tendit la main par-dessus la table et me serra la mienne. « Tu ne leur dois pas la vie, dit-il. Tu mérites de vivre pour toi-même. » Sur le chemin du retour, j'éprouvais un mélange de soulagement et de colère. Soulagement que quelqu'un ait enfin compris, colère d'avoir laissé la situation perdurer si longtemps. Je supprimais leurs messages sans répondre, désactivais leurs notifications et archivais les emails de mon père. Je n'étais pas prête à les affronter à nouveau. Pas encore. Mais les mots de Michel résonnèrent en moi, comme une bouée de sauvetage dans le chaos. Je savais que je ne pouvais plus continuer à vivre ainsi, toujours à leur merci. Il fallait que ça change, et ça devait commencer par moi. Quelques semaines plus tard, je suis allée chez mes parents, prête à en découdre. La maison à 2 étages, en périphérie d'Indianapolis, paraissait toujours aussi délabrée, avec sa peinture écaillée et ses buissons envahissants. Mon père avait appelé la veille, la voix plus douce que d'habitude, disant qu'il fallait qu'on discute en famille. J'avais acquiescé, espérant une vraie conversation, mais mon intuition me disait le contraire. Après des semaines de textos incessants et ce courriel absurde concernant un paiement mensuel, j'étais prête à dire stop. Je me suis garée, j'ai pris une grande inspiration et je me suis connectée à mon cœur qui battait la chamade. Mes parents et Daniel m'attendaient au salon. Le vieux canapé s'affaissait sous le poids de mon père, et ma mère était assise, raide comme un piquet, les poings serrés. Daniel était affalé dans un fauteuil, les yeux rivés sur son téléphone, levant à peine les yeux. « Abby, je suis contente que tu sois venue », dit ma mère d'une voix brève, mais elle essayait d'être chaleureuse. Mon père désigna une chaise sur laquelle reposait un document imprimé reprenant l'accord familial qu'il avait reçu par courriel. « Il faut qu'on règle ça », dit-il en me le tendant. Le document stipulait que je devais verser 1 000 $ par mois pour leurs dépenses. Je le parcourus du regard, la mâchoire serrée. Ce n'était pas une discussion, c'était un piège. Je repoussai le document. « Je ne signe pas ça », dis-je d'une voix ferme. Le visage de ma mère s'assombrit et elle se lança dans un discours sur les devoirs familiaux. « On t'a élevé, Abby. Tu nous dois tellement, dit-elle en plissant les yeux. Mon père acquiesça, la voix empreinte de déception. Tu as réussi grâce à nous. Ne nous tourne pas le dos maintenant. Daniel sourit et leva enfin les yeux. Oui, Abby, dit-il d'un ton moqueur, ne sois pas si arrogante. Je sentis la culpabilité familière m'envahir, mais les mots de Michel résonnèrent dans ma tête.
Il te manipule. Je pris une grande inspiration et me calmai. Je vous ai donné des milliers de dollars au fil des ans. Des factures d'hôpital, des ordinateurs portables, une nouvelle toiture. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Demandai-je, la voix forte. Ma mère voulut m'interrompre, mais je continuai. Je ne peux pas continuer à financer vos vies alors que je peine à survivre à la mienne. Un silence pesant s'installa dans la pièce, leur visage exprimant un mélange de choc et de colère. Puis Daniel leva les yeux au ciel et marmonna. Si papa n'avait pas ces 20 000 dollars d'économie, on aurait peut-être davantage besoin de ton argent. Ces mots résonnèrent dans l'air. Le visage de mon père se figea et les yeux de ma mère s'écarquillèrent, lançant un regard noir à Daniel. Quelles économies? J'ai demandé d'une voix sèche. Daniel a hésité, réalisant son erreur, mais c'était trop tard. Le compte que papa a depuis des années, a-t-il dit en essayant de se dérober. C'est pour les urgences, ce n'est pas comme si on le cachait. Mon père l'a interrompu, sur la défensive. C'est pour notre avenir, Abby. On voulait juste tester ta loyauté pour voir si tu serais là. Je les ai fixés du regard, la colère me submergeant. 20 000 dollars cachés pendant qu'il me soutirait jusqu'au dernier centime. Ce n'était pas une question de besoin. C'était une question de contrôle. Je me suis levé, ma chaise raclant le sol. Vous m'avez menti, ai-je dit, la voix tremblante de rage. Vous m'avez laissé vider mes économies, anéantir mes rêves pour me tester. Ma mère a essayé de parler, sa voix plus douce maintenant, mais je l'ai interrompue. Non, c'est fini. Je ne suis plus votre banque. J'ai attrapé mon sac à main, les mains tremblantes, et je me suis dirigé vers la porte. Mon père m'a appelé. Abby, ne fais pas ça. Mais je n'ai pas obtempéré. Daniel a crié quelque chose à propos de mon ingratitude, mais ses paroles se sont tues dès que j'ai franchi le seuil de la porte. L'air frais m'a caressé le visage et j'ai ressenti une vague de liberté, comme si un poids venait de m'être enlevé. Mais cette sensation était accompagnée de douleur, une douleur profonde et lancinante. C'étaient mes parents, mon frère, ceux que j'avais aimés et pour qui j'avais fait des sacrifices, et ils avaient prétendu que je me servais de ma culpabilité pour me retenir prisonnière. En m'éloignant en voiture, les larmes me piquaient les yeux, mais ma détermination s'est renforcée. Je n'y retournerai pas. Pas cette fois. Une semaine plus tard, assise dans le cabinet du docteur Ann Parker, j'ai enfin eu l'impression de pouvoir respirer. La petite pièce du centre-ville d'Indianapolis était éclairée d'une lumière chaude et meublée d'un canapé moelleux, un contraste saisissant avec le chaos que j'avais laissé derrière moi. Après avoir quitté ma famille, j'avais passé des semaines à lutter contre la culpabilité et la colère. Un collègue m'avait recommandé le docteur Parker, une thérapeute réputée pour aider les personnes confrontées à des conflits familiaux. Des problèmes. Lors de notre première séance, je me suis confié entièrement à la docteur Parker. Le dîner d'anniversaire, les exigences incessantes, le compte d'épargne caché. Son calme m'a rassuré. Votre famille a utilisé la culpabilisation pour vous contrôler, a-t-elle dit d'une voix posée. Ils vous ont fait croire que vous étiez responsable de leurs problèmes. Ces paroles faisaient écho à celles de Michelle, mais les entendre de la bouche d'une professionnelle, c'était différent. Pour la première fois, j'ai compris mon rôle, non pas comme celui d'une héroïne, mais comme celui d'un pion dans leur jeu de manipulation. Le docteur Parker m'a aidé à me défaire d'années de conditionnement. Elle m'a montré comment les attentes de mes parents m'avaient amené à privilégier leurs besoins aux miens. La dette est un outil puissant, m'a-t-elle dit, mais ce n'est pas à vous de la rembourser. Chaque séance me libérait d'un poids et me redonnait un sentiment de clarté. J'ai commencé à tenir un journal, à y noter les moments où je m'étais senti piégé, comme lorsque j'avais payé l'ordinateur portable de Daniel ou les factures d'hôpital de mon père. C'était douloureux, mais libérateur, comme enlever les couches d'une plaie pour la laisser cicatriser. Ensuite, j'ai rencontré Peggy Lewis, une conseillère financière recommandée par un collègue. Son bureau était élégant, avec des tableurs punaisés sur un tableau d'affichage. J'ai apporté mes relevés bancaires, gêné de voir à quel point il me restait peu d'argent. Peggy ne m'a pas jugé. Elle a examiné mes relevés, son stylo se déplaçant rapidement, comptabilisant chaque dépense. J'avais donné 2 000 dollars à ma famille. 2 000 dollars pour le scanner de mon père, 1 500 dollars pour l'ordinateur portable de Daniel, 3 000 dollars pour le toit, sans compter d'innombrables petites sommes. Le total m'a sidéré, 25 000 dollars en 5 ans. C'est un acompte pour une maison, a dit Peggy d'un ton neutre. J'ai senti une boule dans la poitrine en réalisant tout ce que j'avais sacrifié pour satisfaire leurs exigences. Peggy m'a aidé à établir un budget et à épargner. On ne se contente pas de redresser ses finances, m'a-t-elle dit. On reprend son avenir en main. Mes finances étant désormais en ordre, j'avais besoin de quelque chose pour me recentrer. Je me suis inscrite à un cours de yoga dans un studio local, une activité que j'avais toujours voulu essayer,
mais pour laquelle je n'avais jamais eu le temps. La première séance a été maladroite. Ma posture du chien-tête en bas ressemblait plus à une planche bancale. Mais la professeure, une femme sympathique nommée Sarah, m'a encouragée à persévérer. Au fil des semaines, je suis devenue plus forte, ma respiration plus profonde, mon esprit plus calme. J'ai rencontré 2 femmes au cours, Lisa et Maria, qui m'invitaient à prendre un café après les séances. Ils étaient très différents de ma famille. Aucune attente, aucune arrière-pensée. Nous parlions de nos loisirs professionnels, même de nos rêves, et j'ai ressenti un sentiment d'appartenance à une communauté qui me manquait sans que je le sache. Au travail, je me suis investie à fond dans mon rôle de directrice financière. Mon patron a remarqué mon regain de motivation. Il m'a confié un projet important avec un client majeur. J'ai passé de longues nuits à analyser des données et à rédiger des propositions, et cela a porté ses fruits. J'ai obtenu une promotion au poste de responsable senior, accompagnée d'une augmentation de salaire. Pour la première fois, je voyais ma carrière comme une source de fierté, et non plus seulement comme un moyen de subvenir aux besoins de ma famille. J'ai commencé à poser des limites, comme éteindre mon téléphone après 20 heures pour éviter leurs appels. La culpabilité persistait, mais la voix du docteur Parker dans ma tête me le rappelait. Leurs problèmes ne sont pas les tiens. Michel a été mon pilier tout au long de cette période. Un soir, pendant le dîner, il a sorti un carnet et m'a aidé à élaborer un plan financier pour les 5 années à venir. Nous avons défini des objectifs d'épargne, un calendrier pour l'achat d'une maison, et même un petit budget pour les vacances. « Tu es en train de construire quelque chose pour toi », dit-il, les yeux brillants de fierté. Son soutien n'était pas seulement pratique, il était aussi émotionnel, un rappel que je n'étais pas seul. Nous passions nos week-ends à randonner, à rire autour d'un café, ou simplement à savourer le silence. Et j'éprouvais une paix intérieure que je n'avais pas ressentie depuis des années. Au bout de 6 mois, j'étais une autre personne. La femme qui avait quitté la maison de ses parents, en colère et blessée, était toujours là, mais elle était plus forte, plus sûre d'elle. Je n'avais pas parlé à ma famille depuis ce jour-là, et même si cela me faisait mal, je savais que c'était la bonne décision. Ma vie m'appartenait désormais, elle n'était plus un registre de leurs exigences, mais la toile de mes propres rêves. À Thanksgiving, je suis allé chez mes parents, sachant que ce serait la dernière fois. La maison familière à 2 étages, dans la banlieue d'Indianapolis, se dressait devant moi, sa peinture écaillée luisant faiblement dans le crépuscule de novembre. J'avais évité leur conversation pendant des mois, mais mon grand-père Norman m'avait supplié de venir et m'avait promis un dîner en famille pour apaiser les tensions. Sa voix, fragile mais gentille, voilà la seule raison pour laquelle j'ai accepté. Grâce à la thérapie et au soutien de Michel, j'avais désormais établi mes nouvelles limites et je me préparais à affronter ce qui m'attendait. Je me suis garé, serrant contre moi la tarte à la citrouille que j'avais préparée, et je suis entré dans une maison emplie de l'arôme de la dinde rôtie et d'une excitation palpable. La salle à manger était pleine de parents, mais l'atmosphère était tout sauf festive. Mes parents étaient assis au bout de la table, leur sourire forcé. Daniel s'est penché à côté d'eux, picorant dans son assiette. Mon grand-père, Norman, était assis tranquillement, les mains burinées jointes. Je me suis assise et j'ai senti tous les regards braqués sur moi. La conversation a innocemment dévié sur le football américain, mais cela n'a pas duré. Ma mère s'est penchée en avant, sa voix douce mais calculatrice. La voiture d'Abby Daniel est tombée en panne. C'est une grosse réparation. On pensait que tu pourrais nous aider. Daniel a hoché la tête et a ajouté. C'est la moindre des choses, parce que tu te débrouilles si bien pour moi. J'ai eu la nausée. Il n'avait pas changé. J'ai posé ma fourchette, d'une voix calme. Je ne paierai pas. Un silence s'installa à table. Le visage de mon père s'éclaircit. Abby, c'est la famille. Tu ne nous tournes pas le dos, dit-il sèchement. Ma mère intervint. Tu as toujours été là pour nous. Ne deviens pas égoïste maintenant. Leurs paroles me blessèrent, mais je les avais trop entendues. J'allais répondre, mais mon grand-père leva une main tremblante et fit taire la pièce. Ça suffit, dit-il d'une voix ferme malgré son âge. Tous les regards se tournèrent vers lui. Norman me regarda, les yeux chaleureux mais tristes. Quand j'avais ton âge, Abby, j'avais un frère qui me réclamait de l'argent, toujours une nouvelle excuse, un nouveau besoin. Je lui donnais jusqu'à ce qu'il ne me reste plus rien, et il en redemandait encore. Ça m'a brisé. Il se tut, son regard parcourant la table. Tu lui fais subir ce qu'il m'a fait. Elle n'est pas ta banque. Unsilenced more Essenstala. Ma mère pâlit et Daniel se sentit mal à l'aise. Mon père ouvrit la bouche pour protester, mais Norman l'interrompit. Laisse-la vivre sa vie, dit-il, la voix brisée par l'émotion. Je sentis les larmes me piquer les yeux, non seulement à cause de ses paroles, mais aussi à cause du poids de ses regrets. Je me retins,
le cœur battant la chamade, mais j'étais déterminé. Je vous aime tous, mais j'en ai assez d'être votre solution, dis-je en regardant mes parents et Daniel. Je ne reviendrai pas. Ma mère eut un hoquet de surprise et se blottit contre sa poitrine. Daniel renifla et marmonna. Bon chance tout soul. Mon père m'y fixa, l'homme quarceri. Je me tournai vers Norman, lui serrai la main et sortis, refermant la porte derrière moi. L'air froid me frappa le visage, mais intérieurement, je ressentis une étincelle de liberté, tempérée par la tristesse de ne pas pouvoir fonder une famille. Des mois plus tard, j'appris par un cousin que mes parents avaient perdu leur maison. Sans mon soutien financier, ils ne pouvaient plus payer leur emprunt et ont dû emménager dans un petit appartement en location en centre-ville. Daniel, désormais sans mon soutien financier, a trouvé un emploi de manutentionnaire et ses projets d'entreprise sont tombés à l'eau. Cette nouvelle ne m'a pas réjoui. Savoir qu'ils étaient en difficulté me faisait mal, mais cela confirmait aussi ce que je soupçonnais. Ils comptaient sur moi pour se décharger de leurs responsabilités. Au même moment, j'ai trouvé un appartement d'une chambre dans un quartier calme d'Indianapolis. Le jour de mon emménagement, Michel a aidé Carrie à porter ses cartons et ses rires ont empli l'espace vide. Nous avons peint les murs d'un bleu doux, accroché des photos de nos randonnées et organisé une petite pendaison de crémaillère avec mes amis Yogi, Lisa et Maria. Mon travail de cadre financier m'occupait beaucoup, mais je prenais le temps pour la yoga-thérapie et des soirées tranquilles avec Michel. Pour la première fois, je me sentais en paix.